Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, je vais essayer de parler plus fort. Bon, c'est tout d'abord un grand plaisir de vous revoir à l'occasion de cette soirée et qui sera consacrée, c'est bon qui sera consacrée à l'apparition de la nouvelle traduction du roman de Boris Pasternak, Docteur Zhivago. Ce roman apparu en 1957 pour la première fois en italien, pour des raisons sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Un an plus tard, en 1958, apparut la traduction française, la première traduction française, qui était faite en équipe par 4 traducteurs, Jacqueline de Brouillard, Hélène Zemoiska, Louis Martinez et Michel Couturier. Et dans le nous avions plusieurs occasions pour écouter des témoignages de Michel Couturier, de Jacqueline de Brouillard, comment cette traduction a été faite, dans quelles conditions, et surtout avec quelle vitesse. Et aussi, lors de notre soirée commémorative, autour de 4 slévisants renommés, Michel Couturier, Jacqueline de Brouillard, Véronique Losky et Nikita Struve, nous avons lu les extraits des lettres à mes amies françaises de Boris Pasternak, où on peut suivre le dialogue que mène Boris Pasternak avec ses traducteurs. Et on apprend que Pasternak a été ouvert à l'idée de multiplier les traductions, de faire des nouvelles traductions. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, nous allons assister à la suite de cette histoire, c'est-à-dire, on va écouter Hélène Henry, qui a fait la nouvelle traduction du Docteur Zhivago. Et Hélène Henry, qui appartient à cette même génération de slévisants renommés. Et qui Pas tout à fait. Oui, à la fois, vous les avez connus, n'est-ce pas? Vous les avez Ce connus sont mes tous, maîtres. n'est-ce pas? Et surtout que, grâce à vous, Hélène, on peut ressentir un lien vivant vers la nouvelle génération. La génération qui est la nôtre, car Hélène a encore récemment enseigné à l'ENS de Lyon, à l'Université Paris-Sorbonne, où elle animait, entre autres, les séminaires sur la poésie russe, surtout qu'elle a traduit cette poésie, commençant par Mandelstam, en 1975. Oui. L'action poétique de Mandelstam. Mais oui. Ensuite, c'est autrefois, ça. Ma sœur, la vie, de Pasternak, 1989. 82. 82. Ah, 89, c'est la réédition. Voilà. Très bien. Donc ensuite, la poésie de Brodsky, le théâtre poétique de Malina Tsvetaeva, mais dans sa totalité. Et récemment, à Strasbourg, nous avions l'occasion pour parler de ce travail de Hélène Henry. Ensuite, la poésie de Vladimir Nabokov. Oui. Vous avez également traduit le long poème de Solzhenitsyn. C'était très Donc, content. le chemin des forçats. Et tout récemment, plus récemment, Hélène Henry a traduit les poésies de Lev Rubinstein et Victor Krivulin, et donc les poètes russes contemporains. Elle a également contribué, et largement contribué, dans notre anthologie de la poésie russe du XXIe siècle, avec quelques traductions des poètes contemporains. Donc pour ces travaux de traduction et de la réception de la littérature russe en France, Hélène Henry a nommé chevalier des arts et des lettres. Ah oui, c'est vrai. Donc cette nouvelle traduction s'inscrit parfaitement dans le parcours d'Hélène Henry en tant que traductrice, car, suivant l'aphorisme de Georges Niva, chaque génération doit traduire pour soi-même les grands classiques. Donc nous avons également un très grand plaisir d'accueillir ce soir Georges Niva. Faut-il rappeler ses innombrables travaux sur la littérature russe, sur la slavistique en France, les travaux de référence, et également le fait que Georges Niva lui-même est traducteur de poésie, commençant par Pouchkine jusqu'à Solzhenitsyn, les miniatures, qui d'ailleurs épuisées, récemment édité par MK et épuisées, et il faut sans doute réfléchir à une nouvelle traduction. Mais Georges Niva actuellement traduit aussi la poésie ukrainienne, Vassil Stus en particulier, et plusieurs parmi vous se souviennent peut-être de remarquables soirées tout récentes organisées autour de la poésie de ce poète.
Donc c'est Georges Niva qui aujourd'hui va introduire notre soirée en nous rappelant le cadre historique et littéraire dans lequel Docteur Zhivago a été écrit, extrêmement complexe. Et aussi, on espère beaucoup, Georges, que vous parlerez aussi de vos propres visites à Péridelkeno. Donc, dans un deuxième temps, on va écouter Hélène Henry avec des remarques plus spécifiques sur la manière de traduire et de rendre la langue de Pasternak au public français. La langue qui est si raffinée, si spécifique, qui joue, semble-t-il, sur tous les registres linguistiques. Donc, nous allons assister au dialogue de 12 Lévisons, parmi les plus renommés, mesurant notre chant. Et je donne tout de suite la parole à Georges Niva. Bon, merci à tous les amis qui sont là. Merci à Hélène Henry qui nous offre cette occasion. La première, je le rappelle, à l'instant, nous venons d'avoir les noms des 4 traducteurs, mais la première traduction, c'était anonyme. Donc il n'y avait pas de nom de traducteur, parce que les 4 traducteurs voulaient pouvoir retourner à l'occasion en URSS, et pour cette raison-là, dissimuler qu'ils avaient traduit ce texte à certains égards séditieux. Quand j'ai reçu la nouvelle traduction, que j'ai immédiatement feuilletée, ma première réaction était la suivante. Une envie énorme vis-à-vis d'Hélène, parce que le bonheur de retraduire le docteur Zhivago me semblait quelque chose d'enviable, que je n'aurais pas fait, mais qu'elle avait fait parce que c'est un texte, on va revenir un tout petit peu là-dessus, où il y a énormément de bonheur. Une traduction n'est jamais définitive. Sergei Adveinitsev pensait qu'une traduction devait être définitive. Et il y a quelque chose de ça dans les esprits russes, dans les traductions des psaumes en slavon d'église, c'est définitif. Et cette idée, évidemment, est plutôt trompeuse, erronée, parce que, en fait, on reprend d'autres traducteurs, on traduit pour une nouvelle génération ou 2 générations après. Nous pouvons lire les psaumes en français dans la traduction de Clément Marot, mais c'est autre chose qu'une traduction d'aujourd'hui en prose rythmée. Alors, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la parution du docteur Zhivago, non, parce que ça, il y a des textes, mais essayez de relire Zhivago, le docteur Zhivago, à l'occasion de cette nouvelle traduction, en commençant tout simplement par les premiers mots. Alors, comme beaucoup comprennent le russe, шли, и пели вечную память. И когда останавливались, казалось, что ее по залаженному продолжают петь ноги лошади, дуновения ветра. Traduction des 4 traducteurs anonymes. Ils allaient toujours. Et lorsque cessait le chant funèbre, on croyait entendre, continuant sur leur lancée, chanter les jambes, les chevaux et le souffle du vent. Traduction d'Hélène Henry. On n'entend pas très bien. On n'entend pas bien. Il faut encore plus proche. Bon. Ils allaient et chantaient. Je ne peux pas être plus près du micro. Ça, c'est bien. Ça allait? Oui.
sinon je vais l'avaler. Ils allaient et chantaient mémoire éternelle. Et quand ils s'arrêtaient, on eût dit que chantaient encore, emportés par l'élan, les chevaux et les jambes et les souffles du vent. Ce début continue la poésie de Pasternak. C'est-à-dire que les arbres, les animaux, les choses sont la vie, prolongent la vie. Et que la poésie, c'est cela, l'accord entre hommes, choses, hommes, animaux, hommes, arbres. Un accord qui est, on peut le dire, le fondement de Ma sœur la vie et le fondement des vers de Yuri Jivago dans la 17e et dernière partie du roman. Le mot essentiel dans la phrase que je vous ai lue en russe, à mes yeux, c'est le mot pozalagenому. Pozalagenому. Zala dit répéter sans fin, répéter comme une pie, puisqu'on dit en russe zaladila soroka. Répéter obstinément. Mais il y a aussi le mot lad, qui veut dire l'accord. Initialement, c'est l'accord pour un mariage, quand la marieuse a réussi à obtenir un accord entre la famille de lui et d'elle. Au passage, dans le dictionnaire de Fasmer, l'étymologie n'est pas évidente, bien qu'on la croie absolument slave. Pour Fasmer, ça vient d'un mot gothique, mais il y a eu plusieurs interprétations sur les sources de ce mot « lad ». Un mot qu'aimait beaucoup, au passage, Valentin Rasputin, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « lad » et qui signifie l'accord, l'harmonie. Et il voyait dans la vie russe, y compris la vie sibérienne, puisqu'il habitait à Irkoutsk, un accord profond. Alors ici, pozalagenому, c'est quoi? C'est un accord répété, obstiné. C'était lancé comme un accord. C'était conclu. Mais les deux versions que je vous ai indiquées, malgré tout, font une petite erreur, en ce sens que c'est le chant Wieczna pamięć, qu'en latin on dirait Requiem aeternam, c'est ce chant qui s'arrête. On arrête le chant. Le chant paraît, disparaît, mais il est repris par le vent, par la marche du cortège, par les jambes de la procession et par les souffles des chevaux qui soufflent. Pour ne citer pas, Pasternak ne cite pas les paroles mêmes de la panichide, de l'office de mémoire pour le mort, à l'église ou au cimetière, l'office que l'on répète ou de 3, 9, 20, 40 jours. Mais il nous indique quand même, on chantait Saduchi pravidnych, avec les esprits des justes, dans le repos aux défunts. Et cette prière chantée peut nous renvoyer directement au poème de la fin des vers de Yuri Jivago, c'est-à-dire plus spécialement le jardin de Gethsémani, la passion, le relèvement du 3e jour. Sur leur lancée que l'on voit dans les deux traductions, sur leur lancée renvoie aux gens et pas tout à fait au chant. En fait, c'est le chant qui est plutôt sur sa lancée, emporté par l'élan.
Hélène Henry dit très justement dans son petite préface, il y a une postface longue, elle dit c'est un livre lent. Et c'est exact que le Docteur Zhivago est un livre lent. Bon, moi, il se trouve que l'ayant lu très tôt et avant sa parution, et alors que j'étais encore un débutant et que par conséquent c'était un livre difficile, j'ai commencé par la fin. J'ai commencé par les vers de Yuri Zhivago, que j'arrivais à maîtriser davantage, et puis ensuite j'ai fait ma lecture à reculons jusqu'au premier chapitre. Je ne me vante pas du tout de cette lecture à l'envers. Depuis, je l'ai lu à l'endroit quand même 6 ou 7 ou 8 fois, je ne sais plus. Le calendrier du roman est extraordinaire parce qu'il va des minutes où tombent les pelletés de terre sur le corps de la mère du petit Yuri, Madame Zhivago. On demande qui entend-on Zhivago? Ah, et on pense que c'est lui qui est connu pour sa fortune. Non, c'est elle. Et ce calendrier est extraordinaire, allant donc des minutes où tombent les pelletés de terre jusque la fin des siècles, le second avènement que nous avons dans le tout dernier poème. L'oncle de Yuri, l'oncle Vedeniapin, va emmener son neveu qui est devenu orphelin. Le paysage défile dans le train. Et смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем. Donc, le changement, la succession de ces espaces, c'est vraiment le mot pasternakien, espace. Ce n'est pas les paysages qui passent, ce sont les espaces. Et cette succession met dans le ton, pousse à Cherokee Lat. Bon, alors là, Hélène Henry traduit ce mot-là par diapason. Mais attention, il n'y a aucun reproche. Oui, non, le diapason que prend le chef de chœur avant de... Oui, c'est le là. Oui, pour avoir la note juste. L'autre, bon, de toute façon, la traduction d'Hélène Henry est beaucoup plus proche quand elle nous dit, quand elle traduit Wieczne Pamięć. C'est pas un chant funèbre, c'est le chant que l'on entend, le chant réel. Donc, l'âme s'accordait à la large cadence de ces espaces toujours recommencés, où la succession de ces vastes étendues élargir le diapason de ses pensées. Alors, excusez-moi de prendre quelques détails microscopiques, que c'est comme si vous regardiez un retable du Moyen-Âge ou un tableau de Hieronymus Bosch. Vous avez des milliers de détails. Et vous pouvez regarder. C'est comme le film de Alexandre Sokourov. Il a une série de films qui s'intitule Les élégies. Et il y a l'élégie du chemin. C'est le chemin qu'a fait Pierre le Grand pour se rendre à Zardam, pour apprendre comment on fait un navire, on fabrique une flotte, on fabrique une marine. Il a fabriqué la première marine russe. Et alors, ce film est extraordinaire. Jusqu'à Zardam, où on arrive à une sorte de tableau, et il promène sa caméra sur ce tableau, au lieu de la promener sur le port lui-même. On voit d'abord le port, puis ensuite on voit le tableau, et puis dans le tableau, on voit un petit chien qui regarde un vaisseau qui s'en va. Et c'est un petit peu ainsi que j'ai regardé, disons, les deux retables que représentent ces deux belles traductions. Pasternak évoque
les pensées à leur naissance, quand elles sont encore vivantes, et pas encore, comme il dit, abeswisliene, privées de sens. Mais privées de sens que, si vous voulez, comme une monnaie usée, où vous ne pouvez plus voir si c'est la tête d'un empereur ou d'un autre empereur. C'est une pensée très tolstoïenne qu'a là Pasternak. C'est-à-dire, lorsque l'on regarde trop, on perd le sens. Celui qui fixe avec son regard ne va rien voir. C'est comme ce qu'on appelle dans l'armée la vision de nuit ou la vision du chat, c'est-à-dire une vision latérale. Celui qui regarde droit en face ne va plus rien voir. En fait, il faut essayer de voir sans fixer. Ça, c'est tout à fait Tolstoï. Vous pouvez relire La guerre et la paix, vous pouvez relire Anna Karénine. Dans leur extrême différence, il y a toujours cette perte de sens si l'on veut s'attacher au sens littéral. Regardez. Bon, alors, petite incise, Tolstoï a-t-il toujours regardé de façon latérale? Non. Quelquefois, il a regardé tout droit et immédiatement, il a été puni par l'arrivée de pensées mortes dans certains de ses textes didactiques. Pasternak, je pense, n'a jamais tué les pensées en les fixant par son regard. Parce que les pensées, elles s'envolent. C'est d'abord le hasard. Hélène Henry, dans sa postface, rappelle le rôle du hasard que Ève Graff, le demi-frère, qui est, à la fin, est une espèce de Deus ex machina. Bon, en est un exemple. Le hasard, le vent, et puis le souffle de l'esprit, le Saint-Esprit. Un petit dernier détail. Gordon et Doudorov étaient dans la cour, étaient dans l'enfance de Lara. On les voit au tout début. Ensuite, le petit Gordon, à ce moment-là, il pensait que, en grandissant, je comprendrais tout. Que, enfant, il comprenait mal. Que lorsqu'il allait grandir, il allait bien comprendre. Et puis ensuite, nous le trouvons à la fin, dans la 6e partie, avant les vers de Yuri Zhivago. Il est sous-lieutenant, Gordon. Doudorov est commandant. Il se retrouve dans le train qui les ramène à l'armée depuis Moscou. Parce que Doudorov était en mission à Moscou, tandis que Gordon a eu une permission de 3 jours pour retourner à Moscou. Il se trouve dans une petite ville qui s'appelle Tchern. Il se réfugie dans une grange qui est encore debout, parce que tout est démoli par la guerre. Et il passe la nuit à parler. Alors, Gordon, on apprend, a été au goulag. Il s'en est tiré parce qu'on a proposé un bataillon disciplinaire. Il est allé au bataillon disciplinaire. Il en est sorti vivant, ce qui n'était pas vu d'avance. Mais aller à la guerre, c'était quand même une délivrance. Et je cite, « La guerre a fait souffler une tempête purificatrice d'air frais, le vent d'une délivrance. » En quoi consiste cette délivrance? Elle consiste à s'être affranchi du faux. Le stalinisme, le marxisme, le léninisme, tout ça c'était du faux. Ça sonnait faux et on le sent dans plusieurs scènes, dans les salons, dans les conversations, etc. Et là, c'est du vrai. C'est une mort vraie.
c'est un danger vrai et pas un danger fabriqué par le généralissime. Donc, ce souffle d'air frais, cette purification, c'est aussi dans la trame même, me semble-t-il, du roman, c'est-à-dire être délivré du mensonge et être dans le vrai. Si on se rappelle Жить-не-по-лжи, ne pas vivre selon le mensonge de Solzhenitsyn, Solzhenitsyn, dans cette lettre aux autorités, eh bien, il transforme en une espèce de règle morale ce qui est dans le roman du docteur Zhivago, c'est-à-dire il faut se délivrer du faux. C'est la clé. Alors, la vraie fable de l'histoire du docteur Zhivago, c'est très difficile à dire. Par exemple, quand tous les deux auront retrouvé Tania, la lingère, qui en fait est la fille de Yuri et de Lara, qui a été abandonnée. Et il y a eu le massacre du garde-barrière qui a vendu sa vache pour un bandit qui vient, qui prend l'argent. Tante Marfoucha l'envoie au sous-sol, qu'on appelle en russe le подполье, comme chez Dostoïevski, Zapiski подполье. Et avant de descendre dans le sous-sol, où soi-disant il y a l'argent pour la vache qui a été vendue, bien le brigand prend le garçonnet, qui est un petit idiot invalide. Il le prend, il descend au подполье avec lui. Et Marfoucha, elle est contente, donc elle pousse la trappe, elle ferme. Et naturellement, il va étrangler le petit enfant. Marfoucha est devenue folle. Eh bien, voilà. Voilà une des petites scènes que l'on apprend dans un paragraphe et qui en même temps nous dit ce qu'a vécu la fille de Yuri et de Lara. Et après quoi, la libération de Gordon et Doudorov, donc, à la fois nous indique les horreurs épouvantables, et en même temps, il découvre les vers de Yuri. Et en découvrant les vers de Yuri, eh bien, il leur semble que Moscou, la ville où ils ont le bonheur de revenir, l'héroïne du livre, conserve un air de liberté qui n'existe plus, parce que cet air de liberté que tout le monde attendait après la victoire, Staline s'est chargé de le dissiper très rapidement. Mais Doudorov et Gordon pensent, dans ces vers, il y a du bonheur. Et bon, ils disent «Счастливый, умиленный, спокойствие». Et ils entendent une musique. Et en relisant ce poème pour la énième fois, ce roman-poème du docteur Zhivago, j'ai senti qu'il y avait une musique dans le docteur Zhivago que je n'avais pas encore vraiment entendu, ce repos de bonheur et d'attendrissement. C'est la musique qu'entend dans Guerre et paix, je vous livre cette idée, Petya Rostov, lorsqu'il va mourir et que la musique jouait de plus en plus distinctement, la mélodie s'élargissait, elle passait d'un instrument à l'autre. Ah, mais je rêve, se disait Petya, prêt à perdre l'équilibre. J'en ai plein les oreilles, et c'est peut-être ma propre musique. Ah, que c'est beau, autant que je peux et que je veux, se disait Petya, qui essayait de diriger ce chœur majestueux.
petite pensée pour le traducteur Michel Aucouturier, qui a écrit 2 livres sur Pasternak qui sont passionnants parce que on voit l'évolution du penseur, du chercheur Michel Aucouturier à 30 ans d'espace. Et c'est à la fois le même Michel Aucouturier et en même temps, on voit qu'il a fait des découvertes. Et je termine là-dessus. Pasternak, comme Tolstoï, nous donne son dernier mot sur le bonheur qui vient, qui est un miracle. Et dans l'avant-dernier poème, je ressens ce que tous ressentent, comme si j'étais dans leur peau. Et cette identification à tous donne un bonheur complet. Et la traduction de cette strophe dans la traduction d'Hélène Henry. Tous à la fois, ils m'ont vaincu, et en cela, je suis victorieux. Et je termine par celle de Michel Aucouturier. Je suis vaincu par tout cela, en cela seul est ma victoire. Si je peux dire, j'aime la traduction de Michel Aucouturier parce qu'elle me rappelle l'hymne protestant par définition, à toi la gloire, et j'ai l'impression d'entendre à toi la gloire. Voilà, quelques petites réflexions. Très grand merci, cher Georges. Je pense que c'est à Hélène de prendre la parole tout de suite. Je vais commencer par remercier Georges Niva parce que les souffles du vent auraient sans doute dû être traduits par le souffle, alors que si j'ai mis le pluriel, c'est par égard à la présence du pluriel dans le livre, hein, et voilà, justement à ce redoublement, à ces redites, à ces nouvelles avancées. Mais on voit là justement que... je n'accepte pas votre autocritique, votre traduction est meilleure sur ce point. Bon, sur ce point. Les souffles du vent. Il valait mieux les souffles du vent. Bon, merci. Voilà. Alors, de mon côté, je vais un petit peu plus parler. Bon, je suis obligée de parler d'un travail qui est le mien, hein, qui parlait un peu de soi-même. Et bon, en me référant en effet à la traduction que j'appelle la traduction historique, hein, parce que pour faire court. Mais je ne l'ai pas, aussi peu que possible, parce que j'avais trop d'égards pour cette traduction. Je ne voulais pas, que ma traduction soit quelque chose qui arrive, qui d'une manière ou d'une autre, vienne contredire ou je ne sais pas, même dialoguer avec cette traduction-là. Je ne voulais pas. Donc j'ai fait autre chose. Voilà, donc je vais voir, j'ai deux ou trois points que je vais aborder devant vous. En introduction, l'histoire du projet, c'est peut-être pas la peine que je vous le raconte, juste un mot. Ce projet ne vient pas de moi, il vient de Gallimard. C'est Gallimard qui a souhaité qu'existe une nouvelle traduction du docteur Jivago. J'ai beaucoup hésité, longtemps. Et j'ai fini par accepter, après la mort directeur éditorial de Gallimard, en me disant que c'était un de ses derniers souhaits. Donc je l'ai... C'est un texte qui est tellement immense que au début on ne voit que les obstacles, on ne voit que on ne sait pas trop ce qu'on en...
Et cela d'autant plus que la première traduction avait été saluée hautement par Pasternak, très hautement saluée. La raison avancée par Gallimard pour retraduire, c'est que cette traduction ancienne, bon, 60 ans, c'est pas tant que ça, était une traduction à plusieurs mains. Il y avait 4 traducteurs, et malgré les rectifications et l'unification qu'a apporté Michel Aucouturier, qui a plusieurs fois revu cette traduction, il est repassé par-dessus, enfin, pour la Pléiade et autrement, il y avait peut-être en effet un certain disparate syntaxique, non pas comment dire, lexical ou pas du tout. Mais il est vrai que la syntaxe, comme on dit, est de l'homme même, et qu'une syntaxe, peut-être il était nécessaire qu'une syntaxe, que le livre soit réécrit d'une seule voix. C'est bien possible. Voilà, alors ma position de retraductrice, j'avais qu'une seule règle, traduire comme si c'était la première fois que le livre avait été traduit, et traduire comme si c'était la première fois que je traduisais, mais je fais toujours comme ça, je traduis toujours comme si il n'y avait pas eu de traduction, avant. Ce qui m'a motivé aussi en entreprenant cette traduction, c'est hélas les déformations vulgarisatrices qui avaient été apportées à Jivago, en particulier par ce film catastrophique de David Lean, que hélas même nos étudiants quelquefois placent comme une espèce d'écran devant ce texte qui est un texte immense. Enfin, Jivago est un livre, ne serait-ce que dans le colorisme, Jivago est un livre noir, blanc, gris, mauve, avec des taches rouges. C'est comme ça qu'il est écrit. Le film de David Lean, il vous met des jonquilles et des tournesols. Enfin, ce n'est pas possible. Enfin, bon, je ne dis pas plus. Donc, d'une certaine façon, le retour au texte était fait aussi pour arracher le livre à cette distorsion-là, trop présente. Bon, elle était faite surtout, cette retraduction, pour replacer le livre dans ce que Tinianov a appelé la série littéraire, c'est-à-dire, d'une certaine façon, pour lui restituer sa grandeur d'immenses textes du XXe siècle, textes européens du XXe siècle. C'est le début d'une série. Je pense que ma retraduction justement amorce quelque chose, amorce d'autres retraductions, puisque nulle traduction n'est éternelle, on le sait, c'est fait pour ça, et que Jivago attend ses traducteurs. Cela viendra. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Cette traduction m'a aussi, en introduction, cette traduction m'a aussi ramené aux sources aux sources pasternakiennes, elle m'a ramené à Pasternak, aux sources pasternakiennes de l'écriture de Jivago. J'ai relu à cette occasion, j'ai relu The Tale of Two Cities, j'ai relu Wilhelm Meister, en relisant les remarques sur les traductions de Shakespeare, je suis retournée voir certains textes de Shakespeare. Bon, c'était une espèce en effet de façon de restituer Pasternak à lui-même, d'une certaine façon. J'ai l'impression qu'il n'avait pas été. Bon, c'est pourquoi je me suis un petit peu laissée guider par Pasternak en traduisant, tout simplement. Les Pasternak, dans les textes qu'il écrit dans les lettres sur Jivago, dans les lettres à mes amies françaises, bon, qu'il écrit aussi
dans les remarques sur les traductions de Shakespeare, c'est très important, les remarques d'un traducteur, Pasternak vous souffle un certain nombre de pistes. Alors, la première piste qui vous souffle, c'est ce mot tolstoïen, hein, la simplicité, hein, prostata, hein, bon, qui fait écho avec le Prachenie de Tolstoï. Hein, bon, et pour moi, dès le début, même avant d'entamer ma traduction, le mot simplicité m'est venu. Hein, bon, ne serait bien entendu aussi à cause des fameuses strophes que vous devez connaître des vagues, hein, de Volны. Не впасть к концу, как вереск, неслыханную простоту. Se trouver dans une simplicité inouïe. Et je me suis demandé très simplement, qu'est-ce que c'est que ça, hein, qu'est-ce que c'est que cette simplicité, qu'est-ce que je peux en faire, moi, traductrice, au moment d'amorcer mon travail de traduction. Alors on a beaucoup reproché à Pasternak d'être alambiqué, d'être compliqué. Ses contemporains lui ont reproché. Hein, il se l'est reproché sans doute à lui-même quand il a revu ses vers, d'autrefois ses vers bon, de l'époque où il était proche des futuristes. Il a mis en acte cette simplicité dans son dernier recueil, hein, L'Éclaircie. Bon, c'est très clair, c'est tout à fait... mais il faut aller... Je crois qu'il faut aller ailleurs, en fait. Cette fameuse simplicité, c'est justement le renoncement à l'artifice, et presque le renoncement tolstoïen à l'art, pour se situer du côté de la vie et du côté de la morale. Alors, je crois que Pasternak fait cette espèce de pas de côté à la fin de sa vie, même peut-être avant, et que je devais en tenir compte. Et c'est ce que j'ai essayé, de faire. Ce que dit Pasternak, c'est que les choses essentielles, la vie, l'esprit, sont simples. Ce monde, dit-il, est plus simple que ne le jugent nos malins. Les malins, qui sont... И того, что Вселенная проще, чем иной полагает хитрец. Donc la simplicité a consisté à rendre évidentes des choses immenses dans leur relation avec le simple, avec le petit, avec le détail. Et je ne sais pas si j'y suis parvenue, mais c'est ce que j'ai essayé de faire dans la syntaxe narrative du livre, dans, si vous voulez, ce qui est de l'ordre de la narration, du récit. Bon, je voulais juste si je peux me permettre de vous lire un tout petit passage qui me paraît être justement dans cette espèce de... Voilà. C'est le passage, le très fameux, très célèbre du retour des funérailles d'Anna Ivanovna. C'est un très beau passage, mais qui, si on l'entend, si on écoute sa syntaxe, c'est d'une simplicité sans nom. Yura marchait seul à pas rapide, devançant les autres, s'arrêtant de temps à autre pour les attendre. En réponse à la dévastation que la mort avait produite dans la petite société qui marchait derrière lui, il sentait en lui-même, avec la fougue irrépressible qui précipite dans les profondeurs l'eau tourbillonnante, le désir de rêver et de penser, d'œuvrer à des formes, de produire de la beauté. Il comprenait comme jamais que l'art sans repos ni trêve est occupé de deux choses. Obstinément, il réfléchit sur la mort et par là même, il crée obstinément la vie. L'art grand, l'art authentique est celui qui a pour nom l'Apocalypse de Jean et qui en écrit la suite. Yura savourait à l'avance ces 2 jours et il disparaîtrait de l'horizon familial et universitaire
Et pourtant, dans ses vers dédiés à la défunte, il pourrait, dans ses vers dédiés à la défunte, dire tout ce qui lui viendrait en ce moment-là, tout ce que le hasard lui livrerait de la vie, 2 ou 3 beaux traits de caractère d'Anna Ivanovna, l'image de Tonia en deuil, quelques détails glanés dans la rue en revenant du cimetière, le linge qui séchait, là où jadis la bourrasque avait hurlé dans la nuit et où il avait pleuré, petit enfant. Oh, il me semble que des passages comme celui-là, et ils sont nombreux dans le livre, ils sont nombreux, sont des passages qui en effet touchent le propos même du livre dans son immensité, et en même temps conservent cette espèce de simplicité tellement espérée par Pasternak. Voilà, alors cette simplicité, hein, vous en trouverez enfin cet appel de la simplicité, vous en trouverez des traces dans les lettres de Pasternak à Jacqueline de Broyard. Ah, il le dit très 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 bien. Bon, nous n'avons pas le temps là de relire ce que Pasternak écrit à Jacqueline de Broyard. Voici quand même une phrase ou deux. La simplicité n'est pas celle des mots. C'est à propos de Verlaine. Verlaine, comme tout grand artiste, exigeait des actes et non des mots. La simplicité n'a rien à voir avec l'art, n'est pas du registre de la création. Vous voyez, on est là dans le registre, en effet, de la pensée et d'une certaine façon de la morale. Un autre terme qui m'est venu, que j'ai trouvé chez Pasternak, et là, qui au contraire m'a absolument étonnée, et même à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, c'est le mot de réalité, le mot de réalisme. Alors je comprends très bien que Pasternak, avançait ce mot comme une espèce de jeu, de façon de reprendre le mot de l'époque, le mot le plus galvaudé de l'époque, tout en jouant avec lui pour en faire tout à fait autrement quelque chose de pasternakien. Hein, ça me paraît tout à fait évident. Il le répète sans cesse. Hein, il parle de la réalité. Il y a une espèce d'ironie là. Cette réalité, elle est à de nombreux étages, et Pasternak la définit en fait comme le refus d'expliquer, mais le désir d'incarner. Oh, c'est ça. C'est un livre. En fait, c'est un très grand livre, me semble-t-il, sur l'incarnation. Zhivago. C'est comme ça que je l'ai relu. Hein. Et ce mot réalité, moi, je le remplacerais volontiers par le mot incarnation, justement, où s'incarne une immense réalité, et une réalité diverse, multiple, bariolée, avec des registres extrêmement nombreux, une réalité qui est, qui ressemble dans le discours, dans le commentaire qu'en donne Pasternak, extrêmement proche de celle de Shakespeare. Pour lui, vraiment, la pierre de touche, c'est Shakespeare. Je crois qu'on peut guère lire vraiment Zhivago sans retourner à Shakespeare et aux traductions de Shakespeare qu'il était en train d'écrire en même temps qu'il écrivait Zhivago. C'est vraiment ça allait ensemble. Voilà, il dit j'aime à saisir le monde agile, ça c'est le langage français de Pasternak, hein. J'aime à saisir le monde agile de la turbulence universelle et de le rendre. Voilà. C'est dit, c'est le français de Pasternak, mais il en dit énormément. Enfin, voilà. Bon, d'où
mon souci de traduire le détail. Alors là, je dois faire une autocritique aussi. Je trouve que après avoir relu la traduction historique, j'ai trouvé qu'elle était admirablement détaillée. Hein, qu'elle était même détaillée dans sa façon de se saisir des objets, de les nommer, de permettre cette lenteur du livre, c'est-à-dire de permettre au lecteur de s'arrêter sur chaque objet. Hein. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, il est possible que le plus de limpidité, peut-être, que j'ai apporté à la syntaxe est au détriment, justement, de ce détail du monde, hein, qui est si important. Je ne peux pas en juger, mais c'est un livre qui est lent dans la mesure aussi où il est détaillé. Jivakos, c'est la multiplicité des hommes, des cultures, c'est la combinaison des temps, et surtout, c'est quelque chose que Pasternak souligne souvent, c'est l'imperfection qui signe la vie. Et ça, je crois qu'il fallait absolument le marquer. Donc, il faut tout traduire. Hein, il faut vraiment tout traduire, chaque mot, chaque virgule. Je vais vous donner un exemple, hein, si vous voulez bien. La traduction, l'exemple, il se trouve à la fin du chapitre, merci, du chapitre 15, je crois. Voilà. Le chapitre, la disparition de Larissa, la disparition de Lara. Merci beaucoup. Voilà, je vous la lis telle que je l'ai traduite. Elle est toute simple aussi, cette phrase. Un jour, Larissa Fyodorovna quitta la maison et n'y revint pas. Sans doute avait-elle été ce jour-là arrêtée dans la rue. Il est probable qu'elle mourut ou disparut, on ignore où, oubliée sous un matricule anonyme, sur une liste ensuite perdue, dans l'un des innombrables camps de concentration du Nord, mixtes ou réservés aux femmes. Ça, c'est ma traduction. La traduction de 1958 a supprimé mixte ou réservé aux femmes. Et je l'ai rétabli, ou plutôt je ne l'ai pas laissé de côté, bien que j'ai tout à fait conscience qu'en russe, dans la mesure où en russe le déterminant est toujours généralement avant le déterminé, c'est moins marqué qu'en français. Hein, je termine mon chapitre sur ce mixte ou réservé aux femmes. C'est peut-être lui donner trop de place, hein, dans la mesure où c'est à la fin. Mais en même temps, je ne pouvais pas ne pas conserver cette espèce de quasi saute de ton, hein, au moment où les innombrables camps de concentration du Nord, on voit immédiatement la forêt, l'horreur du camp, enfin, alors que mixte ou réservé aux femmes, c'est technique, hein, d'une certaine façon. Mais dans la mesure où Pasternak explique que la saute de ton est nécessaire pour que justement on ne reste pas sur l'idée d'infini, d'immensité, etc., mais qu'on sache que la création va continuer dans sa petitesse et dans sa suite. Hein. Il faut que ces détails-là ne soient pas omis. Bon, c'est à discuter, bien entendu. Hélène, peut-être pour notre public, on peut rappeler comment cette phrase résonne en russe. Bien entendu, voilà, je l'ai. Oui, si vous voulez, je peux lire. Ah ben lisez, bien sûr. Oui, je l'avais apporté et puis. Однажды Лариса Фёдоровна ушла из дому и больше не возвращалась.
Видимо, ее арестовали в те дни на улице, и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-то безымянным номером из последствий запропастившихся списков в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей Севера. Oui, voilà. Merci Tatiana. Oui, je me suis reproché là, en relisant ça d'avoir mal traduit запропастившихся, parce que c'est propre, c'est vraiment, j'aurais dû peut-être trouver quelque chose de plus fort, de plus dérangeant, hein. Mais bon, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas cherché, je ne sais pas. Voilà. Il reste un tout petit moment où il y a encore... Alors, donc cette espèce de pérennité de la réalité, de suite de la réalité, c'est à cela que j'ai essayé de donner de donner la préférence dans le texte. Je m'en suis un petit peu servi comme guide, et c'est ce qui explique certains choix de traduction que je vais vous dire tout de suite. D'abord, l'attention privilégiée que j'ai donnée au pluriel. J'ai fait très attention à ne jamais omettre les pluriels dans ce livre. C'est un livre, en effet, où le pluriel de la vie, le détail, Borg Détail, qui est aussi le dieu des détails, qui est aussi le dieu de l'amour, doit être présent, et présent à chaque page. Bon, ça, pour moi, c'était très, très important. D'où faire attention à la décomposition des gestes, au comptage des jours, aux énumérations. Même l'énumération des villages au début du chapitre sur la route, il ne fallait pas l'omettre, il fallait la laisser, que ce soit en russe ou en équivalent francisé. J'en parlerai peut-être après. La multiplicité des feuilles de l'arbre, il fallait qu'elle soit là. C'est toute cette espèce d'incarnation qui est à la fois splendide, qui peut être abîmée, dans tout son mouvement, qui est extrêmement hétéroclite, hétérogène, etc., mais qui prend tout son sens. Alors, à ce propos, j'ai eu un gros problème qui était celui des noms. Surtout les noms de personnes, je les ai laissés tous tels quels, mais les noms de lieux, j'ai été très gênée, mais là c'est une question générale de traduction. Si on laisse là simplement la translittération ou la transcription plutôt du mot en russe, le lecteur français il va s'y perdre, parce que Krestevasdvizhensk, le lecteur français la première fois, il le lira, puis la deuxième fois il ne le reconnaîtra pas. Voilà. Bon, alors j'ai eu ce problème avec, en effet, Krestevasdvizhensk, avec un certain nombre de lieux. Bon. J'ai choisi souvent de donner un équivalent français, en me disant que ça irait vite, que au moins le lecteur reconnaîtrait, que ça permettrait justement d'avancer dans le texte. Et cela d'autant plus là où, pour moi, il y avait un sens. Par exemple, le mot Razvilye, qui est la gare de Yuriatin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je l'ai, à la première occurrence, j'ai laissé une transcription Razvilye, et j'ai mis entre tirets la fourche. Et ensuite, je n'ai repris que la fourche, et cela de façon tout à fait consciente, parce que la fourche, c'est le croisement des destins, c'est le croisement des vies. C'est dans les poèmes de la face Grishini Soudip. Voilà.
Donc j'ai tenu absolument à ce que ce mot, bon j'ai mis La Fourche parce que c'était en français c'est des lieux dits connus, hein, La Fourche. Il y a une station de métro Il y a une station de parisienne. métro au nord de Paris qui s'appelle La Fourche, en effet. J'aurais pu mettre autre chose, voilà. Bon, c'est une je ne sais pas si j'ai bien fait. C'était un choix qu'il fallait faire et que voilà, que j'ai résolu de cette façon-là. Voilà, donc les noms. Alors j'ai encore autre chose et puis j'aurai bientôt fini sur ces quelques, comment dire, aperçus sur ce à quoi j'ai fait attention en traduisant. Il y aurait bien d'autres choses. J'ai pris garde au sujet des phrases. Chez Pasternak, c'est le monde extérieur qui prend l'initiative. Bon, c'est une formule de rhétorique que tout le monde connaît, hein, Iban obscuri, sola sub nocte, voilà, que Pasternak, d'une certaine façon, réalise. C'est pas simplement qu'il transforme le qualificatif, mais c'est que aussi il active. Hein, il active le monde autour de lui. C'est le monde qui fait, qui dit, qui veut, qui décide, etc. Et j'ai remarqué que, comment dire, on avait la tentation à certains moments de transporter dans le sujet voyant, perceptif, etc. Ce qui, en fait, chez Pasternak, est tout à fait activement attribué au monde extérieur. Donc là-dessus, un tout petit exemple. À un moment donné, Larissa marche dans la rue. C'est au moment où elle va se rendre à la fête pour tirer sur Komarovski. Voilà, pour tirer sur Komarovski. Et elle avance dans la rue. Et les correcteurs de Gallimard m'ont reproché d'avoir écrit. Et Larissa... non, c'est Givago voyait ou regardait ou contemplait ce qui la veille s'était offert aux yeux de Larissa. On m'a dit, mais enfin, pourquoi vous n'avez pas mis que ce que Larissa avait vu, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Voilà, non. Bon, ça n'est qu'un tout petit exemple, mais il y en a d'autres beaucoup plus importants. Voilà. Bon, et puis, bien entendu, j'ai fait très attention à la pluralité des registres. Par exemple, je ne pense pas que le mot radnia puisse être traduit simplement et de façon répétée par famille. Hein, pas du tout. Alors, Gallimard a poussé des cris en me disant que la parentèle ou le cousinage, ça n'était pas possible, on ne pouvait pas. Ne pouvait pas. Alors j'ai protesté, je suis allée là où je vais toujours, à savoir dans le trésor de la langue française, et j'ai pointé les écrivains qui, au début du XXe siècle, ont employé le cousinage et la parentèle, hein, Colette, et j'ai insisté, j'ai réussi, j'ai eu gain de cause tout de même. C'est vraiment... vraiment, ce problème de... J'ai eu avec mes relecteurs des problèmes de registre. On voulait absolument que j'aplatisse Pasternak. Non, Pasternak veut la simplicité, mais il ne veut pas être plat. Hein, c'est pas une raison pour l'aplatir. Qu'est-ce qu'on m'a reproché? Je vous dis juste quelques mots. On m'a reproché le mot montueux. Pougariste. Bon. Montueux. Il ne fallait pas écrire montueux, il fallait écrire accidenté, je ne sais pas quoi. Je sais plus. On m'a reproché, pour spriduriu. J'ai traduit par rassauter. Alors ça, ils ont sauté au plafond d'horreur pour le mot rassauter. Bon, ce ne sont que des exemples de cette espèce. Voilà. Et puis je terminerai sur quelque chose qui a beaucoup posé problème au lecteur de Pasternak, au lecteur du livre, à savoir la reconstitution d'un langage
non urbain. Je dis non urbain parce qu'il peut aussi bien être un langage des campagnes ou un langage des petites villes, des petites stations, hein, cette espèce de russe qui n'est pas du russe populaire, parce que quand on lit des livres qui s'emparent véritablement du russe populaire, ou même si on lit comme Russie, hein, où Nicolas, on voit très bien que c'est tout à fait un autre langage. Alors ce langage-là, et malheureusement, comme nous étions quand je traduisais tous un petit peu enfermés, j'ai pas pu prendre avoir assez d'informateurs sur ce langage. C'est une des choses que je regrette le plus, hein, de ne pas avoir pu aller en Russie et y poser plus de questions. Je l'ai traduit par une espèce, bon, on le voit dans le livre, une espèce de français un peu mélangé de mes ascendances normandes et mes ascendances alpines. J'ai mélangé, au fond, je ne suis pas allée chercher un langage, vous voyez, et j'ai évité aussi l'argot, totalement, hein, parce que ça n'est pas du tout non plus de l'argot. Alors c'est très folklorisé, hein, il fallait, en effet, j'ai un peu insisté sur le côté qu'on dit folklorique en français, à savoir quelques répétitions, quelques mots à coller, voilà. Je demeure gênée, hein, par le travail qu'il y a eu à faire là-dessus. Bon, je ne sais pas. En revanche, j'ai eu un grand plaisir et intérêt à traduire le langage de Tania Lalingère, hein, qui est un langage russe simplifié, juste naïf, juste un tout petit peu boiteux, mais extrêmement vivant et extrêmement... Cette Tania Lalingère, elle a hérité de son père ou de ses ou une espèce de bagou, hein, de quelque chose d'absolument étonnant que l'on voit dans le récit qu'elle fait de malheurs abominables, hein, qui lui sont arrivés. Et je dois dire, terminer presque la traduction de ce livre par la traduction du récit de Tania Lalingère, ça a été pour moi un grand bonheur. Ça a été un très très bon moment de traduction. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, il y aurait encore des tas de choses à dire, mais voilà. Immense merci Hélène. Peut-être vous pouvez d'ailleurs nous lire, si sur passage où Pasternak justement commente un peu ce langage de Tania. C'est là, donc on est à la fin du livre, c'est un des derniers paragraphes avant l'épilogue. Ah oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, on peut peut-être quand même donner la parole oui, à Pasternak. Non, bien entendu, non, parce que qui est-ce qui dit ça? C'est Gordon ou c'est Dodorov, je ne sais plus. C'est Gordon. Cela s'est déjà passé plusieurs fois dans l'histoire. Ce qui avait été conçu comme quelque chose d'idéal, d'élevé, est devenu grossier et matériel. C'est ainsi que la Grèce est devenue Rome, que la révolution russe a succédé aux Lumières. J'aime pas du tout la façon que Gordon a de parler de ce langage qui, à mon sens, est beaucoup plus vif, beaucoup plus vivant, beaucoup plus plein de sève. Ce n'est pas un langage de, comment dire, grossier et grossier matériel, ou si ça l'est, comment dire, c'est informé de l'intérieur par quelque chose d'incroyablement vivant. Cette Tania Lalingère, vous vous rappelez comment à la fin elle se sauve en faisant appel aux esprits de la forêt, hein, et arrive la locomotive qui la sauve et qui l'emmène à travers la Russie. Non,
je pense que Gordon, je dis que je ne suis pas d'accord avec Gordon. Et voilà, ça nous montre toute la complexité du roman, Ah, sa bien- nature bien- polyphonique, bien- n'est-ce pas? bien On a entendu. toujours à la croisée Oui, de oui. regard, des Bien opinions, entendu. et il est temps d'ouvrir la discussion. Mais peut-être Georges a un commentaire à faire. C'est à propos de cette simplicité. Non. Oui. Les grands écrivains ont une manière de s'identifier qui est toujours à eux. Prenez Léon Tolstoï, et qui a répété plusieurs fois qu'il détestait la satire et l'ironie. Bon, maintenant, prenez le même Léon Tolstoï, prenez Haji Murat, comme satire, on est tout à fait servi. Bon. Quant à la simplicité inouïe de Boris Pasternak depuis son premier recueil de poésie jusqu'à sa dernière pièce, évidemment, c'est une simplicité à prendre avec des pincettes. Vous avez essayé de la rendre en restituant, comment dire, l'effet d'amoncellement syntaxique. Au lieu de faire des pyramides, faire une espèce d'amoncellement en plat. C'est en tout cas l'effet que ça m'a donné. C'est tout à fait juste. Ça, comment dire, ne nous fait pas comprendre l'essence même de cette simplicité inouïe, mais cette simplicité inouïe, au fond, nous l'aimons. Nous aimons Pasternak qui déteste la satire, et nous aimons Tolstoï et Pasternak qui veut la simplicité inouïe. Évidemment, en prenant votre livre, j'ai couru voir comment est-ce que la guérisseuse de la vache, Kubarica, arrivait à guérir la vache. Bon. Mais vous savez, le russe est beaucoup plus folklorique que le français, parce qu'il y avait encore du folklore et des études de folkloristica quand nous étions étudiants jeunes à Moscou, à Saint-Pétersbourg et à Leningrad. Donc là, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Vous ne pouvez pas trouver un langage campagnard en français qui ne soit pas horriblement ridicule. Voilà. C'était le problème qu'on a eu à certaines traductions de Solzhenitsyn. Je me rappelle que Jean-Paul Sémon utilisait le langage picard du village de ses parents. Bon, c'était une solution, mais pas la solution. Mais votre Kubarica passe très bien à côté de la Kubarica de la traduction historique. Oui, merci. Mais en tout cas, elle n'est pas... comment dire? J'espère qu'elle n'est pas trop surtraduite ou inventée. Non, c'est Vach qui m'a comment dire? Oui, Vach. Oui, alors Vach, Bacchus. Bacchus. Oui, le Bacchus. Où est-ce qu'il... Le cocher. Oui, le cocher, et que j'ai essayé, C'est une page magnifique. Là, c'est une page magnifique, cette page-là. Je voulais Moi, je peux si vous voulez bien, je peux peut-être vous lire, mais c'est ridicule. Ce sera probablement un peu ridicule. Hein, attendez, je l'ai sorti justement pour. Ah oui, je voulais vous aussi, il y avait une toute petite chose de traduction, où je voulais faire là aussi je peux le faire, hein, c'est au début de l'arrivée. Hein. Vous avez, ça commence de la façon suivante. Une jument blanche qui venait juste de pouliner tirait la carriole, conduite par un vieux cocher ébouriffé aux grandes oreilles, et au poil blanc comme un busard, ce que j'ai mis à la fin. Tout en lui était blanc, etc. Et la traduction historique avait dit blanc comme neige. Et moi, dans mon premier jet, j'avais mis et au poil chenu.
C'est-à-dire que nous nous étions laissés entraîner par une espèce de cliché de traduction à la française, hein, extrêmement appauvrissante. Plus loin, il y a un poulain noir comme la nuit, qu'il fallait en effet rapporter à ce premier noir. Et puis j'ai réfléchi, je me suis aperçu que Bjernica Lugne devait exister, c'est-à-dire que ce busard, qu'on appelle aussi le busard blafard, eh bien il fallait qu'il soit là, dans le texte. C'est un exemple de... Pourquoi vous n'avez pas mis blafard? Le blafard, oui, parce que je ne l'ai pas retrouvé dans le dictionnaire, dans le trésor. Mais il fallait résister au trésor comme vous avez résisté au lecteur de Gallimard. Non, mais ça aurait été bien blanc que blafard, c'était merveilleux. C'était bien. Bien sûr que j'y ai pensé. Pour une réédition. Pour une réédition, voilà. Alors, je vais quand même vous lire un tout petit, une toute petite une petite portion, hein, du langage de Varg Bacchus, hein, le cocher. Mais c'est vrai qu'on est toujours à la limite du ridicule. Alors, le cocher, qui est un peu rassauté, parle à son cheval. Et Fyodor Nefiditch, on ne sait pourquoi, le vieux apostrophait sa jument au masculin, sachant pertinemment et mieux que ses passagers que c'était une jument. Fait chaud pire qu'en enfer, qu'on dirait les petits gars d'Abraham dans la chaudière persane. Allez, diable qu'attend après son picotin, t'écoutes ce qu'on te dit, Mazeppa. Alors, Mazeppa, hein, Mazeppa, le lecteur français, on ne m'a pas laissé beaucoup de notes. Hein. C'était vraiment la portion congrue. C'est vraiment, on me les a supprimés. Voilà. Ici, l'histoire des trois jeunes gens du livre de Daniel, ça, on peut aller les chercher là où ils sont. Hein. On n'a pas besoin de mettre une note. Mais Mazeppa, il aurait probablement fallu Mazeppa. Il suffit de googliser. Oui, c'est vrai. Il pourrait. Oui, mais il ne comprendrait pas pourquoi Mazeppa est devenu une espèce d'injure. La note serait longue. Oui, la note serait longue et serait peut-être pas totalement utile. Voilà. Donc, je vous en lirai pas plus parce que en effet, restituer ces langages-là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai essayé ce langage de le folkloriser, mais ça c'est. Il faudrait que je retourne à ce chapitre sur l'arrivée là, qui est beaucoup plus loin dans le livre. Voilà, attendez. Là, jument blanche, voilà. Je vais quand même, là où j'ai essayé, merci bien, de faire des choses un peu à l'oreille. Et la jument, c'est toujours le cocher qui parle. Et la jument, t'as oublié le bon Dieu? Voyez-moi ça, cette gueuse, cette carne. Tu la fouettes, elle te jette. Alors, Fédia, tu vas avancer? Ce bois-là, la taïga qu'on le nomme, il est sans fin confin. Il y a la force chrétien, toute une foule s'y tient. Les frères de la forêt, c'est là qu'ils gîtent. Et Fédia, tu t'arrêtes encore, diablesse, vampiresse. Et là, c'est une erreur, parce que j'aurais dû mettre diable, vampire, puisqu'il parle au masculin, à son cheval. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Oui, ben c'est l'oreille. Je dois avouer que je traduis énormément de choses dans la consonance et à l'oreille. Je reconnais qu'il peut y avoir dans les traductions que je fais un certain nombre, comment dire, d'écarts, de pas de côté qui sont dus simplement au fait que j'ai beaucoup traduit de poésie et que j'ai un peu l'habitude de faire fonctionner mes oreilles plus qu'autre chose. Voilà. Si je peux ajouter un mot en entendant la réflexion d'Hélène Henry sur le coloris, et le coloris dans le
film que moi je n'ai jamais vu parce que j'ai refusé, et les coloris plutôt noir, blanc, gris, mauve de Givago dont vous nous avez parlé, avec des taches de rouge. Ça me fait penser, parce que Vacre aussi, c'est une des plus merveilleuses illustrations d'Alexeïev. Sur son écrin d'épingle pour le docteur Givago. Et c'est, si vous voulez, c'est un paysage laiteux, comme si on était pas dans la forêt russe, mais dans la Voie lactée. Et il y a ce Vacre. C'est une des illustrations les plus géniales d'Alexandre Alexeïev. Un grand merci, Georges, pour cette parenthèse, cette comparaison formidable, ce qui me permet aussi d'attirer votre attention que nous sommes aujourd'hui entourés par un cadre magnifique. Vous avez sans doute remarqué les dessins autour de nous, et le peintre parmi nous aussi, c'est Paul Kichelov, qui est l'auteur de ces dessins, qui sont inspirés par l'œuvre de Boris Pasternak. Donc vous voyez le portrait de Boris Pasternak et multiples scènes du docteur Givago qui sont représentées par Paul Kichelov. Donc on le connaît bien dans notre maison, mais je vous rappelle que c'est un peintre parisien qui est né en Russie. Et la Russie, certainement, lui est particulièrement chère. En tout cas, il a représenté les plus grands poètes et écrivains de cette culture, commençant par Pouchkine, Marina Tsvetaeva, Akhmatova, Pasternak, bien sûr. Donc je lui donne peut-être la parole pour quelques minutes pour parler de son attitude à Pasternak. Et j'attire votre attention qu'à INCA, nous avons édité les poèmes du roman Docteur Givago avec les illustrations de Paul Kichelov. L'édition aujourd'hui est épuisée, mais on pense peut-être le rééditer, qui sait. En tout cas, toutes ces illustrations aussi, vous pouvez les acheter. Et si vous cherchez un cadeau pour Noël, par exemple, peut-être il est là. Paul, c'est à vous la parole parce que vous êtes aussi en quelque sorte traducteur. Vous traduisez les images, les situations, les personnages de Pasternak en ligne, en couleur, en tout cas, voilà, à notre langage artistique. Merci Tatiana. Et je suis désolé de vous avoir tendu une sorte de piège involontaire, parce que oui, il était tout naturel qu'au milieu de ces gravures, il y ait un portrait de Pasternak. Mais ce n'est pas le portrait de Pasternak. Parce que j'ai cherché chez moi, je n'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, ce qui serait bien, il se trouve que c'est le portrait de Solzhenitsyn. Enfin, mais portrait, et c'est un portrait. Parce que là aussi, c'est vraiment là, on reste dans la traduction, parce que je ne peux traduire que d'après photo. Donc si on a une personne en face de soi, on en fait un portrait, on peut dire, oui, bon, le peintre, le dessinateur, l'a vu comme ça, il a fait le portrait, c'est à prendre ou à laisser. C'était son interprétation. Par contre, d'après la photo est déjà comment dire, justement un document, et il faut interpréter le document, et donc réussir à donner une version personnelle, mais assez proche, fidèle. Donc, est-ce ressemblant, pas ressemblant, enfin, c'est toutes les questions. Mais enfin, pourquoi Solzhenitsyn, justement, pourquoi je l'ai... Non seulement parce que nous sommes ici, évidemment, à une Press, et c'est naturel, mais aussi parce que ces séries de gravures, si elles sont là, si je les ai apportées, c'est parce qu'elles sont très, très, très liées aux questions de traduction. Et j'étais passionné de vous entendre, parce que c'est Hélène Perras qui a traduit donc, les poèmes, qui m'avait demandé de faire des gravures pour ce livre qui était projeté chez vous, qui soit édité. Donc, de même que traduire les Givago, avoir la proposition de faire des gravures de ces poèmes, c'est une très très belle proposition, je ne peux pas, qui ne se refuse pas, c'est un défi, c'est très difficile à relever. Et donc en fait, ces gravures n'auraient jamais existé sans la proposition de la traductrice, et la passion qu'elle a eue, justement, en vous entendant parler, je vois tout ce qu'il y a de passion derrière, enfin tout l'engagement personnel, justement l'élan qui est donné. Donc l'élan a été donné par la traductrice Hélène Perras pour l'existence de ces gravures. Donc il est tout à fait naturel qu'elle soit là à l'occasion où soit débattue en fait les questions de traduction. Et je me suis, juste en 2 mots, je ne vais pas vous prendre du tout du temps, mais lorsqu'on a un livre bilingue, on a un texte et en face on a la traduction. Donc là je vois toutes les questions qui se posent par rapport à ce qui est dans le livre. Mais lorsqu'on propose de mettre une gravure, par exemple, on a aussi un texte et quelque chose en face, qui est une image en l'occurrence. Donc je me suis dit, mais
poèmes n'ont pas besoin d'images. Enfin, c'est un superflu, a priori, par rapport à une poésie. Mais, puisque la proposition était là, il faut l'assumer. Il y a une petite différence entre la traduction et la gravure. C'est que la gravure, qu'on le veuille ou non, doit assumer son aspect original. C'est qu'il faut faire quelque chose qui soit quand même à soi, sinon à quoi bon l'avoir mis? Enfin, à quoi bon si c'est pour s'effacer derrière? Et c'est pourquoi Solzhenitsyn, parce que lorsque j'avais cette préoccupation à faire cette série de gravures, je me disais, mais comment je vais faire? Ça me paraît totalement impossible. Et je suis venu ici, vous faisiez l'exposition des photos de Solzhenitsyn. Et j'ai vu cette exposition, et ça m'a rappelé que mon père aussi avait fait des séries de photos en Russie, il était donc restaurateur et icône. Il partait en expédition en Russie, dans le nord de la Russie. Il a ramené beaucoup de photos de ces expéditions, des icônes abandonnées qui cherchaient à sauver, et puis les églises détruites, les paysages, les villages, etc. Bon, c'est tout un très très magnifique ensemble d'images, qui était très très proche des photos de Solzhenitsyn en fait. Ils avaient le même regard. Et donc en noir et blanc, d'une façon très artisanale, le développement de la photographie, l'intérêt pour les bâtiments, justement les bâtiments historiques en mauvais état, etc. Et je me suis dit, voilà, dans ce cas-là, Solzhenitsyn et cette exposition m'ont donné la clé pour faire cet ensemble d'images. Je me suis dit, bon, je vais m'inspirer des photos de mon père, puisque c'était à ma disposition. En fait, je vais plonger l'univers. Il se trouve que dans les poésies, j'ai choisi les thèmes chrétiens. Donc, je plongeais l'univers des poèmes de Pasternak dans la Russie soviétique à travers ces photos. Donc, en quelque sorte, avoir une ligne, une trame qui relie toutes ces images entre elles. Et en même temps, une logique, une cohérence par rapport sans trahir les poèmes. Donc c'est pour ça on peut retrouver ici. Peut-être on pourrait deviner la photo qui se cache derrière la gravure. Voilà, un jour, il faudra présenter les photos. Merci beaucoup. Grand merci Paul, grand merci à nos intervenants. Il est temps de poser les questions. Bonjour, merci encore pour votre présentation qui était très intéressante. Ce que je voudrais demander, c'est concernant ce que vous avez dit sur la corrélation entre... Alors, ce que Madame Henry a dit sur le lien entre Pasternak et Shakespeare. Donc, il y a des références par rapport à Shakespeare, et on voit le langage shakespearien qui apparaît donc, à travers l'ouvrage. Ça m'a fait penser à l'ouvrage de George Steiner, qui s'intitule Tolstoï Dostoïevski, et qui justement évoque le shakespearisme de Dostoïevski en l'opposant à l'homérisme de Tolstoï. Est-ce que vous pensez que on peut relier Pasternak à cette idée et de dire que Dostoïevski, que Pasternak continue cette tradition. Voilà. Je répondre à... Qui veut répondre? Oui, voilà. Oui. Vous avez... Bon, j'aime bien aussi George Steiner. J'étais ami avec lui. Il était mon collègue à Genève. Tolstoï hors Dostoïevski, comparaison stylistique, n'est pas du tout son meilleur livre. C'est un premier livre écrit sur le style de Tolstoï et Dostoïevski par un auteur qui ne connaissait pas le russe. Donc qui se lance quand même dans une aventure un peu périlleuse, parce que les traductions en anglais de Dostoïevski, c'est une autre chose, et puis celle de Tolstoï aussi. Bon, ceci dit, ce qu'il voulait dire, c'est que Guerre et paix, c'est un ensemble qui est comparable à l'Iliade. C'est cet assemblage de guerre et de paix que l'on voit dans l'Iliade, qui est un poème de la cruauté, comme a dit
dans un texte magnifique, la philosophe Simone Weil. Il voulait dire que dans Dostoïevski, c'est le déchaînement des passions. On peut voir les choses différemment. On peut voir que dans Shakespeare et ses tragédies historiques, dont certaines traduites par Pasternak, l'exemple même précisément des travaux de l'histoire contre la mort, qui sont des travaux qui ne veulent pas du tout dire, à mon avis, que le sens de l'histoire est trouvé. Ce sont des travaux pour trouver le sens. Le sens est trouvé dans le second avènement, le jardin de Gethsémani et le second avènement, c'est-à-dire un sens chrétien, puisque Pasternak le dit, j'ai rouvert ton livre, je ne le connaissais plus, et il rouvre l'évangile, les évangiles. Bon, voilà ce qu'on peut dire de George Steiner. Non, moi non, tout à fait une réponse. Non, en fait, ce que Pasternak, commente, s'agissant de Shakespeare, c'est tout simplement ce qu'il y a dans la préface de Cromwell, hein. C'est-à-dire l'alliance du haut et du bas, du trivial et du sublime, etc. C'est dit quasiment mot pour mot. Hein. Merci beaucoup. Peut-être encore une ou deux questions, parce que le temps commence à nous manquer. Donc, Natalia Pashkeva, collaboratrice de la maison. Merci beaucoup, vraiment. Je dois dire que j'admire votre courage, Madame la traductrice, parce que je ne peux pas imaginer, peut-être, en fait, justement, je l'imagine seulement, cette pression qui pesait sur vous, j'imagine, ou peut-être pas, donc, je ne sais pas. Alors, en tout cas, comment moi, j'imagine ça, c'est une sorte de triple pression. Vous êtes entre les traductions qui existent déjà, qui ont été jugées de bonnes traductions. Vous êtes aussi, de l'autre côté, vous avez l'éditeur ou les relecteurs qui proposaient peut-être leur propre choix, jugement, etc. Et puis, donc, il y a peut-être une petite tentation quant à la volonté d'interpréter, pas seulement de redire. Voilà. Donc, c'est justement ça ma question. En fait, comment vous vous positionnez par rapport à ces trois pressions telles que moi je les imagine? Comment se construisait votre travail avec les relecteurs? Parce qu'il serait assez intéressant de savoir, est-ce que déjà, parmi les relecteurs, il y avait des gens qui maîtrisent la langue originale? Ou est-ce que c'était des gens qui ne maîtrisent pas du tout et donc leur seule volonté était simplement d'aplanir, etc. Est-il possible de se défaire facilement des traductions précédentes? Parce que j'imagine que souvent, il ne suffit pas de fermer le livre, la traduction précédente, et de se dire, voilà, on a envie de négocier, on a envie de discuter, etc. Ou peut-être tout ça ne tient pas la route, et vous allez me dire que vos questions sont bêtes. Non, ce sera bref. Bon, merci pour cette question. Pour ce qui est de la... attendez, vous avez cité 3 pressions. J'ai oublié quelle était la première. Les précédents, ah oui, les lecteurs... Voilà, les précédents, c'est bien simple. Il suffit de poser le livre sur le rayon le plus haut de sa bibliothèque et de ne pas avoir d'échelle pour y aller. Voilà, donc on le laisse là. La tentation, c'est aller, pourquoi après, oui, après. Et surtout en commentant, surtout en réfléchissant ensuite. En revanche, je ne vous cache pas que je suis allée regarder la traduction historique anglaise.
tout simplement parce qu'on n'est pas du tout influencé par du verbal, puisque c'est une autre langue, mais ça peut vous aiguiller vers, je ne sais pas, des idées, Max des Ewert façons- et Mania Voilà, Harari. voilà. Bon, c'est très simplifié, hein, disons. Oui, je crois. Ah, c'est très très simplifié. Oui, oui. Mais enfin, voilà. Alors ça c'est pour la première chose. Pour le reste, on entre en traduction, c'est-à-dire qu'on travaille tous les jours. Voilà, on relit. Pardon ? Les relecteurs, en fait. Alors, les relecteurs, je vais vous dire, j'ai eu deux sortes de relecteurs. La première relectrice était Emma Lacrampe, qui travaille à la collection du monde entier, hein, et qui ne sait pas le russe. Hein. Alors, elle a lu le texte attentivement et en toute, comment dire, naïveté éditoriale, et c'est elle qui m'a fait toutes ces remarques sur le niveau de langue que j'employais. J'aurais d'autres exemples à donner, mais nous n'en avons pas le temps. Et j'ai procédé de la façon suivante. À chaque fois qu'elle me faisait une remarque en marge sur mon texte, je lui expliquais pourquoi tel ou tel terme avait été choisi par moi plutôt qu'un autre, ce qui fait que j'ai dû lui envoyer un fichier de moins, je ne sais pas, une vingtaine de pages, hein, pour lui expliquer. Voilà. À certains moments, d'ailleurs, j'ai trouvé que ses suggestions n'étaient pas mauvaises du tout, hein, qu'elle avait une certaine oreille et que ça se passait bien. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai eu droit ensuite au relecteur technique. Alors, la première était une catastrophe, dans la mesure où elle relisait mon texte avec la version historique à côté et qu'elle me contestait mot pour mot chacune de ces... Bon, Dieu merci, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, ça prenait trop de temps, elle a abandonné l'affaire. Et mon dernier relecteur technique était un relecteur technique absolument, classique, qui ajustait les majuscules, la ponctuation, l'orthographe, vous voyez, toutes ces choses-là. Voilà. Bon, donc si vous voulez, mes relations avec les correcteurs ont été tout à fait bonnes, hein, pour finir, puisque la relectrice littéraire était quelqu'un de tout à fait nuancé et à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais attirer votre attention qu'aujourd'hui, nous avons touché, entre autres, le thème du goulag. Évidemment, pas directement, mais en parlant de Lara, qui est perdue dans un des innombrables camps de concentration du Nord, on voit bien que c'est aussi le thème de Pasternak. D'ailleurs, le nom de goulag prononcé, il y a tout un passage. Oui, donc c'est très présent. Et ce sera le thème dans notre librairie dans les mois à venir, ce qui est lié avec le 50e anniversaire de l'apparition de l'archipel du Goulag, qui, comme vous vous souvenez peut-être, a été édité ici à Inca Press le 28 décembre 1973. À cette occasion, nous ouvrons l'exposition qui sera consacrée à l'histoire de la création de ce livre, la correspondance clandestine entre Solzhenitsyn et les éditeurs Inca Press, le travail des invisibles, tant d'autres aspects qui sont devenus presque légendaires d'une certaine manière. Tout sera révélé lors de l'exposition au premier étage, qui sera ouvert à partir de 23 janvier 2024. Donc vous êtes invités pour visiter cette exposition. Et cette exposition sera accompagnée par une série de manifestations culturelles, parmi lesquelles présentation du livre que vient d'éditer Georges Niva, qui est consacré à 50e anniversaire de l'archipel. Il s'agit des extraits de l'archipel, d'après son choix, avec son commentaire, et avec une longue et très détaillée préface de la création de l'archipel du Goulag, avec quelques accents tout à fait remarquables dans ce livre à remarquer, à méditer. Nous aurons également les rencontres avec certains invisibles, comme par exemple Stig
Donc Stig Fredriksson, pardon, le 26 janvier-février, cette date est déjà fixée. Pour plusieurs d'autres dates, vous allez consulter notre site. Nous aurons également une soirée sur Natalia Stalerova, qui sera préparée par Yves Amon, qui connaissait personnellement cet invisible. Une soirée sur Vassili Grossman, qui sera animée par Françoise Dussour, ici présente. Une soirée sur Anna Barkova, qui sera animée par Catherine Brémaud, aussi ici présente, semble-t-il. Elle est là? Bon, bref, il y a tout un programme. Le 14 mars, c'est aussi la date qui est déjà fixée. Nous aurons une lecture des extraits de l'archipel à l'ENS rue d'Ulm. Tant d'autres manifestations. Vous allez trouver la liste sur notre site avec les dates au fur et à mesure qu'ils vont se préciser. En tout cas, déjà, notez la date du 23 janvier. C'est à partir de ce moment que vous pouvez visiter l'exposition.